Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission politique, votre émission du week-end. Politique se penchera ce soir sur la démission de la première ministre britannique de son poste d'abord de parti conservateur, mais également de sa chefferie du gouvernement. La démission qui pour certains était inéluctable vu les contraintes sur le front social étaient tellement lourdes à porter. Pourtant, pour d'autres, ça aurait pu se surprendre n'eût été les décisions antisociales sur le plan de l'impôt et de l'augmentation des prix de l'énergie, des mesures jugées trop sévères pour les petites et moyennes bourses britanniques lambda. Liz Truss prend la porte de sortie aussi légère qu'à son entrée, emportant avec elle la responsabilité de l'implosion de son parti. Quel lendemain pour le Parti des conservateurs? Allons-nous assister pour la deuxième fois à une course au pouvoir avec les vieux recalés, des noms comme celui de Boris Johnson ou encore même de son rival Rishi Sunak refont surface dans les médias. L'après Liz Truss est déjà commencé ou a déjà commencé, le débat est lancé. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir M. Manuel Pouchelet, expert en questions internationales et en géopolitique. Monsieur Pouchelet, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'inviter sur votre plateau. Merci à vous. Alors, on va commencer dans le vif du sujet très vite. Alors, comme on le disait, à peine venu, aussitôt reparti, Liz Truss aura fait long feu, Monsieur Pouchelet, n'est-ce pas? Ben écoutez, moi je pense que Madame Truss s'est confrontée à la réalité des choses et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, les premiers ministres britanniques ou même de toute autre organisation, dès qu'il y a un échec, la sanction est immédiate avec un départ immédiat. Le premier à l'avoir déclaré était l'ancien premier ministre britannique, Gordon Brown, qui lui à l'époque parlait de « on rate, on a un échec, il y a un vote sanction ». Maintenant, j'ai aussi une pensée pour l'ancien Premier ministre Winston Churchill qui disait « qu'est-ce que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme ». Mais si vous voulez, concernant Madame Truss, les challenges pour le Royaume-Uni sont conséquents. On a une situation délicate sur le plan social. Madame Truss voulait également remettre au goût du jour la politique de Madame Thatcher et je pense qu'elle s'est vue brisée dans son élan parce que les Britanniques n'attendent pas de vieilles recettes pour les enjeux de demain. Oui. Alors, dans ces cas-là, Monsieur Pouchelet, quel sera le lendemain aujourd'hui du gouvernement, mais également de la Grande-Bretagne? Le lendemain de la Grande-Bretagne, si vous voulez, il a été annoncé par le roi Charles III. Il compte beaucoup sur le Commonwealth pour relancer et dynamiser l'économie du Royaume-Uni qui est en grande difficulté, nous l'avons dit en introduction de cette émission. Maintenant, l'objectif des Britanniques est de surtout réussir à consolider une unité nationale à un moment où l'on entend parler déjà de clans entre ceux qui, rappelez-vous, étaient pour et contre le Brexit, qui au sein de la société britannique est resté malgré les 2 ans déjà de cette échéance qui a été honorée. Maintenant, les Britanniques vont se concentrer sur une actualité sociale. L'avenir du Royaume est, on va dire, délicat. Le Premier ministre qui doit s'annoncer devra répondre par des mesures fermes et avec des actions immédiates. Et c'est bien là que se joue l'enjeu pour le Royaume-Uni et le futur successeur de Madame Truss. Monsieur Pouchelet, il aura fallu tout juste 44 jours pour montrer son incapacité justement à gérer. Est-ce une erreur de calcul finalement qui a été faite au départ ou est-ce un surplus d'assurance? Je pense que Madame Truss, si vous voulez, elle est victime d'une actualité qui s'est précipitée au Royaume-Uni, avec une actualité internationale qui mobilise énormément de temps, avec la crise en Ukraine et puis bien sûr Taïwan. Mais pour parler de Taïwan, si vous voulez, sans m'étendre sur le sujet, je rappelle que les Britanniques, surtout du temps de M. Johnson, ont évoqué la volonté d'aider les Américains sur ce dossier. Maintenant, Madame Truss, 44 jours, c'est court. Mais en même temps, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'incapacité. Et je pense qu'elle paye aussi, malheureusement, les errements de certains ministres qui ne l'ont pas aidée et qui ont fait des erreurs, d'où sa démission. Est-ce qu'elle a tout simplement sous-estimé les difficultés qui l'attendaient? Et quand je parle de difficultés qui l'attendaient, c'est-à-dire l'héritage de Boris Johnson?
En fait, il y a un petit peu les deux. Monsieur Johnson est quelqu'un qui a été aux affaires au niveau du gouvernement britannique depuis longtemps. Il a été également maire de Londres, et alors que Madame Truss, si vous voulez, n'a pas le même passé politique. Donc je pense que, excusez-moi cette expression, l'uniforme était peut-être trop grand pour Madame Truss et pour lequel elle a eu des difficultés, et modestement, et je pense que c'est ce qui a fait sa force, c'est de se retirer au bon moment. Maintenant, les Britanniques doivent réagir rapidement. De là, quand vous annoncez le retour de certaines personnalités politiques britanniques, est-ce que j'ai un petit peu peur que on a déjà tout essayé avec eux, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, risque de leur coller à la peau, et c'est pas forcément sûr qu'ils réussissent. De toute façon, depuis le Brexit, petit rappel, il y a quand même eu 6 premiers ministres britanniques, donc cette période, on va dire. Oui. Post-Brexit est consommatrice de Premier ministre, malgré toutes les bonnes volontés et l'expertise qui les a accompagnés, bien entendu. Bien sûr, vous faites bien de dire qu'il y a eu des noms qui réapparaissent. Au fait, il n'y a rien de nouveau. Ce sont un petit peu les vieux noms qu'on connaît. Boris Yeltsin qui est sorti par la petite porte. Il y a également Rishi Sunak qui commence un petit peu, des noms qui commencent un petit peu à émerger, à refaire surface. Je ne sais pas si c'est des noms qui sont portés par la presse. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est prémédité? Ou est-ce qu'il va y avoir d'autres noms qui vont justement prétendre à la course pour la chefferie du gouvernement et pour le Parti travailliste? Parce qu'il faut dire aussi qu'elle a démissionné du Parti travailliste. Si vous voulez, moi j'ai bien l'impression qu'on assiste des conservateurs, pardon. Oui, des conservateurs, oui, des conservateurs. J'ai bien l'impression, enfin moi c'est le ressenti que j'ai en ce qui concerne la Grande-Bretagne, j'ai bien l'impression qu'on est en train de s'opérer, si vous voulez, un tournant important de la vie politique. Je pense que le bipartisme conservateur et l'autre parti est mort. Et sachant qu'il y a d'autres tendances, on l'a vu lors des dernières élections, le paysage politique britannique a évolué. On a vu arriver des mouvements, on va dire, un peu plus radicaux. On a vu arriver aussi des mouvements avec une tendance avec la fibre écologique. Et je pense que les deux partis traditionnels ne peuvent plus cumuler tous ces sujets. Et peut-être que le successeur de Madame Truss sera de cette nouvelle, on va dire, sensibilité qui va trancher avec ce bipartisme qui, je pense, est épuisé aujourd'hui en 2022. Si on voit bien les choses de près, Monsieur Manuel Pouchelet, est-ce que ces noms qui ont été cités et qui sont cités de plus en plus dans les médias, à savoir l'ancien Premier ministre sortant pour l'affaire qu'on connaît tous, est-ce qu'il a des chances de revenir, pour ne pas le nommer Boris Johnson? Monsieur Johnson, si vous voulez, avait une politique particulière et surtout un charisme sur la scène internationale où il a surtout interrogé, surpris. Maintenant, est-ce que Monsieur Boris Johnson pourra revenir dans la même course avec on va dire, parachever le programme qu'il avait entrepris? Je n'y crois pas. Je pense que l'agenda de 2022, avec les échéances internationales et surtout la crise que connaît l'Europe, peut-être que M. Johnson pourra apporter son expertise sur le ministère des Affaires étrangères, si vous voulez, le Foreign Office. Mais de là à reprendre le poste de Premier ministre, je n'en suis pas sûr. Peut-être il faut un regard neuf avec les noms que vous m'avez évoqués, mais je ne pense pas qu'en Angleterre, si vous voulez, ce serait un des pays où refaire revenir sur le devant de la scène politique des anciennes méthodes ne fonctionnera pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un qui soit beaucoup plus percutant, beaucoup plus rapide, parce qu'en face, vous avez quand même des leaders politiques européens et également sur la scène mondiale, je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense aux États-Unis, où malheureusement les Britanniques risqueraient d'avoir une marche forcée à adhérer à leurs idées, et c'est pas ce que veulent les Britanniques. Vous savez, l'Angleterre est une île, ils n'hésitent pas à nous le rappeler de manière continue en Europe, puisqu'il parle d'ailleurs d'Europe continentale, mais le futur Premier ministre britannique va dans un premier temps répondre à l'urgence de l'actualité sociale du pays. Et est-ce que M. Johnson, est-ce que les autres noms que vous m'avez évoqués sont taillés pour le poste? Je n'en sais pour l'instant strictement rien, mais comme je vous l'ai annoncé, j'ai peur que le bipartisme que nous connaissons actuellement, ou que nous avons connu jusqu'à présent, risquerait de s'écrouler. Il est peut-être temps aujourd'hui que les Britanniques et même la société souhaitent un visage neuf, avec une autre tendance qui ne soit ni conservative, ni libérale. Voilà. Oui, alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal justement que le Parti des travaillistes appelle à des élections anticipées, alors qu'elles étaient prévues jusqu'à fin 2024? Je veux dire, sur le plan pragmatique, est-ce que c'est faisable?
Non, je ne pense pas. L'agenda politique britannique est bousculé, tout simplement parce qu'il faut immédiatement mettre en place un gouvernement qui tienne la route. Vous avez l'agenda politique interne, certes, mais vous avez aussi ces exigences de la scène internationale où le jeu des alliances aujourd'hui est reconsidéré et la Grande-Bretagne a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est donc une place importante. On ne peut pas avoir une situation d'intérim jusqu'au délai que vous annoncez. C'est impossible. Les démocraties ne le comprendraient pas et vous savez que la Grande-Bretagne est une grande démocratie, excusez-moi, et ce serait une situation intenable pour une classe moyenne qui, pour l'instant, se paupérise. Et il faut répondre à cette urgence, à cette actualité, on va dire, du quotidien des Britanniques, où, je le rappelle, les difficultés deviennent délicates. On annonce quand même des personnes qui ne pourront pas se chauffer cet hiver, et croyez-moi que c'est même des foyers qui ont pourtant des revenus confortables. Ça devient inquiétant. Et il faut agir. Voilà. Oui, son programme économique, après avoir donc renoncé aux baisses d'impôts et le fait de se priver également de deux de ses importants ministres, comme on l'a cité déjà au niveau de l'introduction, qui a causé l'implosion du parti conservateur, mais également du gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces facteurs réunis, en quelque sorte, précipitaient sa chute ou son départ ? Oui, je pense, oui. C'est des facteurs qui concourent au départ de Madame Truss. Ça, c'est tout à fait réaliste et malheureusement, ça s'est réalisé. On a en Angleterre et même dans d'autres pays cette histoire de sanction. L'échec est une sanction. Donc, si vous voulez, les personnes qui ont été nommées ne faisant pas l'affaire et en plus tenant des postes régaliens, s'il y a erreur, notamment en termes de déclaration, en termes de stratégie, et on a même vu que Madame Truss était même, excusez-moi du peu, ignorante sur certains sujets. Donc, si vous voulez, voilà, cette sanction est immédiate. Les Britanniques n'ont pas eu la patience d'attendre et Madame Truss, par respect et par humilité, a préféré se retirer. Maintenant, ce qui serait curieux de savoir, c'est comment la nouvelle a été aussi perçue par le roi Charles III, parce que c'est quand même lui, il règne mais ne gouverne pas. Mais je rappelle que c'est quand même la première ministre et c'est elle qui cumule de nombreuses fonctions où le royaume ne peut se passer de sa présence. Donc maintenant, si vous voulez, l'enjeu pour l'avenir du royaume, c'est trouver un remplaçant et rapidement. Je m'excuse de me répéter, mais c'est hélas l'agenda mondial qui l'impose, ainsi que l'agenda interne du Royaume-Uni. Monsieur Pouchelet, je reviens toujours vers le fait que qui pourrait aujourd'hui être ce remplaçant et dans un délai très rapide, selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas une personnalité, un nom qui émerge en dehors de ceux qui ont été ses rivales dans la course justement vers ce poste? De là, vous donner un nom ce soir, c'est encore délicat. Je pense que la personne va devoir être, on va dire, lavée de tout soupçon. N'oublions pas des médias, ce qu'on appelle les tabloïds, donc la presse à scandale, va enquêter. On a même eu le maire de Londres qui a été soupçonné de détournement. Vous voyez, c'est très délicat. De là, vous donner un nom ce soir, il est encore trop tôt. Je pense qu'il faut laisser aux Britanniques une bonne semaine de réflexion, ainsi que, on va dire, un travail interne au sein des deux partis en présence au niveau des chambres, pour éventuellement avoir annoncé un nom qui soit plausible. Pour l'instant, il est encore trop tôt. Les Britanniques vont devoir, de toute façon, opérer un changement, et si je puis me permettre cet argument, vont devoir rapidement faire volte-face, parce que ce nouveau Premier ministre va devoir assurer l'unité du pays, du royaume, puisqu'on parle de royaume, parce que, ne l'oublions pas, il y a aussi des incidences avec le Commonwealth. On a tendance à l'oublier. Et le roi Charles, dans son adresse à la nation, a parlé du Commonwealth comme, entre guillemets, étant salvateur dans l'organisation économique du royaume, si vous voulez. Donc attention, on a aussi des soubresauts d'inquiétude au niveau du Commonwealth, qui sera aussi très regardant sur le successeur de Madame Truss, si vous voulez. Donc, quelque part, c'est une situation, il va aussi falloir répondre au niveau de cette alliance qui est, elle aussi, à l'épreuve d'une actualité internationale où sont remis en cause certains leaderships, notamment celui de Londres, où on a entendu parler de changements de gouvernement dans certains dominions. Je rappelle que les dominions sont des pays où la reine, ou maintenant aujourd'hui le roi, sont chefs de l'État. Oui.
On aura remarqué qu'avant la démission, jusqu'à la dernière minute, Liz Truss était, ou semblait du moins, convaincue de rester, déclarant qu'elle ne, je la cite bien entendu, « je ne renoncerai pas ». Que s'est-il passé entre-temps pour qu'elle n'ait pas vu venir ou qu'elle n'ait pas pu venir? Est-ce que réellement elle n'a pas vu venir ce coup-là, ou est-ce que simplement elle s'obstinait à ne pas quitter? Je pense qu'elle ne s'est peut-être pas obstinée à ne pas quitter. Très honnêtement, je pense que Madame Truss est une femme entière qui a reconnu l'échec et qui a préféré se retirer par modestie et humilité. Elle ne pouvait pas se maintenir au pouvoir et assurer cette fonction de Premier ministre qui est très exigeante, qui cumule quasiment toutes les fonctions régaliennes et à l'international. Parce que sur la scène internationale, je pense qu'elle aurait été très décriée. De là à parler, de là à vous dire, excusez-moi ce soir, si elle avait vu venir le vent, si je puis me permettre, je ne le pense pas. Maintenant, c'est quand même un personnage du royaume qui est très conseillé. Et au sein de son parti ou même au sein de ses plus proches conseillers, il lui a été recommandé de s'effacer de la plus belle manière en disant écoutez, voilà, je préfère démissionner et je me retire. C'est tout simple. Maintenant, de là à parler et à faire des paris sur le fait d'avoir vu venir, on va dire, cette situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire sa démission, je pense que ce n'était pas calculé. Oui. Est-ce que vous pensez que son programme économique en est la cause, mais également elle a fait une déclaration juste après donc son installation à la tête du gouvernement des conservateurs où elle ne cachait pas, elle le disait ouvertement, elle disait je suis israélienne entre guillemets. Donc cette appartenance pour l'antitessionniste n'a-t-elle pas quelque part un petit peu écorché son image, ou est-ce que c'est tout à fait normal et que c'est une vue de l'esprit? Non, je pense que sur ce sujet-là, cela n'interfère pas, si vous voulez, dans son départ. En revanche, ce qui a interféré dans son départ, et je pense que c'est la maladresse d'afficher la posture de la reprise de la politique de Mme Thatcher. Les Britanniques en ont subi les conséquences et c'est un pays avec une population qui garde la mémoire de cette politique des années 80 où Mme Thatcher, si vous voulez, a été sans pitié et sans partage, où il y a eu des grosses crises sociales avec des mouvements de grève conséquents, avec une certaine violence. Aussi, il y a le dossier dont on parle peu en Europe, c'est aussi le dossier qui préoccupe les Britanniques avec l'Irlande du Nord. Et Mme Truss avait décidé de se lancer dans une réforme sur ce dossier, si vous voulez. C'est ce qui a fait craindre les Britanniques et je pense que les Britanniques et surtout les partis en présence, les deux partis en présence à l'Assemblée, on va dire, au niveau des Houses of Parliament, ont décidé que ce n'était pas la politique adaptée. On ne peut pas reprendre des programmes anciens des années 80 et les adapter en 2022. Cela ne fonctionne pas et je pense que la sanction s'exprime ici ce soir avec le départ de Mme Truss. Elle n'a pas été suivie et elle a préféré faire sécession en quittant le navire. Excusez-moi l'expression, mais c'est tout à fait ça. Oui, elle quitte le navire un petit peu pour le sauver aussi, parce que son programme économique, après avoir renoncé aux baisses d'impôts, comme je disais tout à l'heure, après cette défaite de ces deux ministres, il fallait s'y attendre un petit peu à cette sorte d'implosion. Au fait, le Parti des conservateurs, le coup n'est pas venu de l'extérieur, c'est de l'intérieur, et ça, c'est une première que le parti a été complètement dissous. Oui, tout à fait, oui. Je pense qu'à l'intérieur, il y a une espèce de chasse aux sorcières, hein, si je reprends les expressions du McCarthyisme, qui se sont opérées en interne au niveau du Parti conservateur, et ils ont éliminé, excusez-moi des mots, mais les maillons faibles. Donc, Mme Truss en est la première victime. Elle a aussi, il faut dire, les conservateurs au niveau du gouvernement britannique et de l'histoire de ce parti sont des gens particulièrement fermes, et je pense que ils ne tolèrent pas la moindre hésitation. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec ce que vous m'évoquez avec les ministres. Il y a eu des hésitations, il y a eu des erreurs, et le Parti conservateur ne le supporte pas, et donc il y a eu cette sanction, tout simplement. Et d'autres partis européens le font également. Donc si vous voulez, ce n'est ni plus ni moins qu'une adaptation à la version, on va dire, anglaise de ce qui s'est passé avec Mme Truss. Donc si vous voulez, elle était à la tête d'un parti exigeant,
et pour lequel son autorité s'est vue contestée. Et aujourd'hui, on ne peut pas garder à la tête d'un parti, ainsi qu'aux premières commandes du pays, une position où on est contesté et on risquerait d'être mis en minorité, parce que cela veut dire qu'il y aura eu des votes bloquants au niveau des lois, au niveau au niveau du Parlement. Voilà. Oui, au fait, elle démissionne à un moment où le pays traverse une véritable crise économique, et vous l'aviez dit, M. Manuel Puchelet, c'est une période de grande incertitude durant cette semaine. Alors, comment justement éviter de tomber dans ce qu'on appellerait cette panique ou cette inquiétude sur le plan politique ? Je pense qu'aujourd'hui, les leaders européens, que ce soit britanniques ou même d'autres pays, vont découvrir ce que le militaire sait faire, c'est-à-dire décider dans l'incertitude. Voilà, il y a une méthode, il y a des techniques, cela s'enseigne au niveau des grands états-majors, et je pense que les futurs successeurs, que ce soit en Angleterre ou même dans d'autres pays d'Europe, décider dans l'incertitude, surtout par rapport à cette crise économique qui va ravager et qui ravage déjà l'Europe, va s'instaurer malheureusement pendant de nombreux mois, pour ne pas dire années. Les crises que connaissent les alliances, on va dire, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'ONU, que ce soit même l'Union européenne, d'ailleurs, on le voit avec des distorsions, et les interactions. Si vous voulez, Madame Truss, elle n'était pas non plus à l'abri de ces interactions internationales sur sa politique intérieure et internationale. Maintenant, je pense que ce qui va se passer dans un court avenir, au niveau économique, le Royaume-Uni, malheureusement, ne peut pas non plus se raccrocher à l'Union européenne en ce qui concerne l'achat des matières premières, comme à l'instigation qu'ont fait M. Macron et le chancelier Scholz en Allemagne, où ils sont écartés. Maintenant, il y a quand même un avantage au niveau des Britanniques. Ils ont quand même en Écosse des forages qui peuvent, on va dire, se substituer. On est aussi un pays qui connaît une transition énergétique avec bien sûr des mouvements que nous connaissons, mais également des installations qui deviennent obsolètes, comme des centrales nucléaires, où il y a une politique de rétrofit qui doit s'engager, comme on a pu le voir en France. Et malheureusement, cela arrive au mauvais moment, puisque la situation économique impose de répondre à l'urgence, avec des Britanniques qui voient des factures se multiplier par 2, par 3, et des chiffres complètement délirants, et ils vont devoir répondre. Maintenant, je rappelle que la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni dans son ensemble est un régime libéral. Donc vous avez ça qui s'accumule au mot des Britanniques, et malheureusement, nous avons cette situation qui devient intenable. Monsieur Manuel Puchelet, pour conclure, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que la Grande-Bretagne finalement est en train de payer le prix de toutes ces années précédentes, à savoir même de sa sortie de l'Union européenne pour aller vers le Brexit? Est-ce que ce n'est pas un petit peu les conséquences quelques années après? Je pense qu'en effet, vous avez en Grande-Bretagne la situation qu'a connue l'Allemagne après la réunification. Moi, à l'époque, je vivais en Allemagne, et je peux vous garantir qu'on a eu la même situation, à peu de choses près, ce que connaissent les Britanniques. Je rappelle les propos de Madame Theresa May quand elle a été nommée Premier ministre. Elle a bien indiqué: le Brexit signifie le Brexit. Donc, on ne peut pas faire machine arrière. Les dernières déclarations concernant le Brexit, c'était M. Johnson à Édimbourg lors d'une campagne électorale. Il avait indiqué, de toute façon, le Brexit va nous permettre de récupérer notre argent, comme l'avait dit Mme Thatcher en son temps, I want my money back. Mais en même temps, il s'aperçoit, Mme Truss en est l'héritière des Brexit. Vous remarquerez que ce n'est ni plus ni moins qu'un Premier ministre supplémentaire qui s'efface aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le Brexit est contradictoire. Il pensait, si vous voulez, réussir cette sortie de l'Union européenne, qui pour eux était pesante. D'ailleurs, les Britanniques n'ont jamais vraiment fait partie de l'Union européenne et demandaient et exigeaient toujours les avantages sans en supporter les inconvénients, si vous voulez. C'est peut-être un jugement sévère que je porte ce soir, mais quelque part, c'est une réalité des choses. Finalement, c'est un sujet qui a divisé les Britanniques, où les opposants au Brexit savaient pertinemment les enjeux, alors que la partie, on va dire, les ailes politiques beaucoup plus libérales se sont dit de toute façon on en sortira gagnant. Non, c'est pas vrai, parce que malheureusement sur le plan fiscal, les Britanniques sont en mauvaise posture. Aujourd'hui, négocier et commercer avec le Royaume-Uni est devenu très délicat. Mais je vous rappelle que sur d'autres questions, les interactions sont aussi importantes. On peut y ajouter l'immigration. On voit les problèmes avec Calais et la France,
où les conditions d'accès sur le territoire du Royaume-Uni sont devenues délicates et impossibles. Et en même temps, vous y rajoutez ce volet économique qui, pour Londres, je rappelle que Londres comptait énormément sur son rôle de place financière. Et malheureusement, la finance aujourd'hui en Europe, Londres a été nommé Londongrad. Donc j'entends par là déplacement russe, et avec la crise actuelle de la Russie et de l'Ukraine, ces capitaux cherchent de nouveaux emplacements comme Bruxelles, Francfort et peut-être Paris. Mais si vous voulez, voilà, c'est cette accumulation, je ne parle pas d'erreur, mais de vision globale qui n'a pas été assez anticipée. Et aujourd'hui, le futur Premier ministre, tout comme les autres dirigeants européens, vont devoir décider dans l'incertitude. Et pour cela, il faut d'excellents conseillers. Merci beaucoup. Et voilà. Et c'est important de le mentionner ce soir. Très bien. J'espère que je vous ai au moins laissé terminer votre idée parce que ce n'est pas le but de vous interrompre. Voilà. Alors, Monsieur Manuel Pouchelet, merci d'avoir assisté et accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales, mais également en géopolitique. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Merci de nous l'avoir suivi. Politique, vous la retrouverez le week-end prochain pour de nouveaux numéros et d'autres thèmes. Au revoir.